les sermones vulgares vel ad status de Jacques de Vitry, dont nous avons commencé à parler la dernière fois, sont, nous le disions, vulgares, vulgaires, non pas parce qu'ils sont en langue vulgaire, puisqu'ils sont en latin, mais précisément parce qu'ils sont ad status, adressés aux divers états du monde. Et le vel indique que vulgares et ad status sont comme interchangeables. Ce sont des sermons qui s'adressent à tous, non pas pris un par un, chacun ne s'adresse pas à tous, mais puisque chacun s'adresse à une catégorie particulière, mais ils s'adressent à tous si on les considère comme un ensemble, si on considère leur collection tout entière. Et en ce sens, ils sont vulgares. Et du coup, nous ne nous étonnons pas qu'une collection de sermons qui porte ce titre soit précédée d'un prologue, un prologue didactique, puisque Jacques de Vitry d'abord est un grand personnage, était très réputé comme prédicateur, rassemble ses collections de sermons au soir de sa vie, un long prologue fondé sur l'opposition paulinienne tirée de la première épître aux Corinthiens, entre le lait, seul aliment digeste pour les enfants, pour ceux qui sont encore des enfants dans la foi, et la nourriture solide de ceux qui sont avancés dans la vie spirituelle et qui peuvent la supporter et la digérer. Et à partir de cette opposition, le prologue se livre à un plaidoyer en faveur d'une prédication simple, adaptée et accessible aux simples gens. Et il martèle toujours la même chose, il faut s'adresser à chacun selon ses capacités, mais surtout ne pas oublier les simples. Et au cours de ce long prologue, qui constitue donc une sorte de manuel du prédicateur, l'exposé semble progresser. D'une certaine façon, nous le verrons, il progresse, mais chacun des courts chapitres reprend la même idée sous une forme différente et la fait avancer par ses reprises, un peu comme les laisses parallèles des chansons de geste. Et nous allons en juger, enfin bon, peut-être que ce sera un petit peu fastidieux, mais enfin c'est un texte intéressant. Tout le monde ne lit pas tous les soirs le prologue des Sermones Vulgares vel ad status de Jacques de Vitry, et donc je me permets d'en dire quelques mots. Et donc, il y a un chapitre d'introduction dont j'ai parlé la dernière fois. Sacra scriptura est quibus et potus, l'écriture sainte est une nourriture et une boisson, d'où évidemment commenté par le lait et esca, la nourriture solide de saint Paul. Et après cela, le deuxième chapitre, De multiplici doctrina et exemplis, la multiplicité de la science et des exemples, propose une succession de citations scripturaires, d'où Jacques de Vitry tire donc chaque fois le même sens. Il faut donner aux simples et aux faibles un enseignement qui leur soit adapté, mais il tire chaque fois cette leçon d'une citation scripturaire avec une subtilité exégétique et herméneutique qui dément un peu l'exhortation à la simplicité. Et enfin, si je peux anticiper sur ma conclusion pour des raisons pédagogiques et au détriment du suspens, c'est cette constatation au fil de notre lecture qui va nous amener à nous interroger sur ce qu'est vraiment cette prédication simple au simple. Donc, vous voyez, attendez, il faut que j'y parvienne, c'est... que je refais ce qu'on a déjà vu, je suis... Oui. Ça, nous l'avons vu. Hein, voilà.
il cite d'abord ce qu'on appelait à l'époque le premier livre des rois, qu'on appelle maintenant le premier livre de Samuel, 17, 17, 18, et Jessé, le père de David, dit à son fils, le jeune David, donc qui est le plus jeune des frères, de prendre de la farine d'orge, de la polenta, des pains et des morceaux de fromage et de les porter à ses frères. Et vous voyez comment il commente la citation per polentam de qua pultation parvulis intelligitur simplex doctrina, per panes, etc., par la farine d'orge avec laquelle on fait de la bouillie pour les petits-enfants. Il faut entendre la science simple, par les pains, la science consistante qui convient aux adultes, par les fromages moulés, les exemples de bonnes résolutions menées jusqu'à leur terme, qui sont le lot des parfaits. Donc, on voit avec une catégorie supplémentaire, avec de petits raffinements supplémentaires, mais enfin qui n'approfondissent pas la pensée, on est dans la distinction habituelle, on voit une reprise de la distinction habituelle qui court de Saint Paul à Saint Bernard, puisque nous avions vu que le début des Sermones Antica reprend la même distinction, mais dans un sens inverse. Alors donc, il commence son chapitre par cette citation, et puis il cite ensuite Deutéronome 32, 13, 14, c'est-à-dire le cantique de Moïse. Et dans ce cantique, il est dit que Dieu a installé son peuple sur les hauteurs de la terre et lui fait goûter le miel du rocher, le beurre du troupeau et le lait des brebis. Alors, le miel et le beurre, c'est ce dont les saints docteurs nourrissent les savants et les forts, et le lait des brebis, c'est la nourriture des faibles. Et alors, là encore, par association, il cherche des citations où il y a de la nourriture, et puisque la distinction de saint Paul, c'est le lait et la nourriture solide, et il enchaîne ces citations de nourriture en reprenant le même principe d'interprétation. Alors, de même, il dit, les saints docteurs appellent les ignorants et les simples, rudes et simplices, à consommer des légumes avec amour, dit-il, olera cum caritate. Et pourquoi consommer des légumes avec amour? Parce que c'est une référence implicite à une citation du livre des Proverbes, Proverbes 15-17, « Mieux vaut des légumes avec amour qu'un bœuf gras avec de la haine ». Et enfin, toujours dans ce même chapitre, il cite, alors là, on change de type de comparaison, il cite Ézéchiel 44, 17, 19, sont des versets qui spécifient que les prêtres revêtent des vêtements de lin à l'intérieur du sanctuaire, mais qu'ils reprennent des vêtements ordinaires quand ils sortent et qu'ils retournent auprès du peuple. Et alors, il oppose la façon subtile de parler des choses divines, des vêtements de lin, à la façon dont il convient de parler au peuple. Ingredientes autem exterius ad populum plana et intelligibilia debent loqui, codest indui communibus et quotidianis indumentis, mais en sortant à l'extérieur, ils doivent tenir au peuple des propos simples et intelligibles, ce que dit le fait d'endosser les vêtements courants de tous les jours. Alors, il a sauté à ce moment-là des comparaisons, enfin des citations qui parlent de nourriture et dont il peut tirer son idée, toujours la même, à une citation d'Ézéchiel où il s'agit de vêtements. Mais du coup, il est chez Ézéchiel et il termine son chapitre en citant le début de la vision d'Ézéchiel, 1.19, où donc Ézéchiel voit le char, les animaux qui tirent le char de Yahvé, et ces animaux parfois volent dans l'air et parfois marchent sur la terre. De même, les prédicateurs doivent avoir pour les uns un discours élevé, pour les autres un discours pédestre. Ah, alors donc, il y a de l'élevé et du bas. Du coup, il
cela le fait penser à une autre citation où il y a de l'élevé et du bas. C'est le psaume 103, 8. Ascendunt montes et descendunt campi, les montagnes s'élèvent et les plaines s'abaissent. Le psaume dit en réalité que les eaux escaladent les montagnes et descendent dans les plaines. Sancti enim doctores aliquandos exhibent montes dum sapientiam locuntur interperfectos, aliquandos exhibent campos dum infirmis condescendentes, je ferais mieux de ne pas faire le malin et de ne pas lire le latin, plane et aperte locuntur. En effet, les saints docteurs tantôt se montrent montagnes quand ils disent la sagesse parmi les parfaits, qui est une citation de la première épître aux Corinthiens, tantôt ils se montrent plaines quand, descendant au niveau des faibles, ils parlent simplement et clairement. Donc, l'auteur, Jacques de Fitry, le prédicateur, c'est un sermon en fait, ce prologue, dit toujours la même chose. Mais il le dit d'une façon qui correspond, et ce qu'il dit est simple en fait, mais il le dit d'une façon compliquée si on veut, ou d'une façon qui correspond à la construction et au développement des sermons scolastiques, des sermons universitaires, enfin par opposition, mais je reviendrai sur cette distinction tout à l'heure, aux sermons monastiques. Et cette façon un petit peu pédante de s'appuyer sur des citations scripturaires et de les enchaîner d'une façon qui paraissent naturelles. Association d'idées ou association de mots ou association de thèmes traités dans les différentes citations. Et alors, encore une fois, les chapitres suivants ne font que marteler ce thème, le répéter, le développer, en tirant les conséquences, toujours en suivant la même méthode. Alors, je vais vite, le troisième chapitre n'a que quelques lignes, et il se contente de tirer la leçon de Nombre 10, 7, qui dit que le peuple doit être convoqué par le simple son des trompettes, simplex tubarum clangor. Ah, mais il y a le mot simplex, donc ça prête au commentaire. Et puis, alors là, ça c'est une citation qui vient parfaitement dans un tel contexte et qui aurait pu lui suffire, c'est la citation dans Esdras 2, on dit maintenant de Néhémie, le 8.8, c'est un passage très fameux où Esdras rassemble tout le peuple et lit pendant toute une journée la loi de Moïse devant tout le peuple, pendant que les Lévites en font le commentaire. Voilà. Legerunt in libro legis distincte et aperte ad intelligendum. Ils lurent dans le livre de la loi distinctement et clairement de façon à ce qu'on comprenne, et ils commentent multitudini enim verbum Dei simpliciter et aperte praedicare debemus. Nous devons en effet prêcher la parole de Dieu simplement et clairement. Et alors, je n'énumère pas tout, il y a les chapitres qui montrent qu'il faut varier la prédication en fonction de l'auditoire. Le titre le dit, des qualités du fait qu'il faut varier selon la qualité des auditeurs la prédication, de la différente façon de prêcher selon les différents états des hommes. Et alors là, on est au milieu du prologue et il énumère les différents états du monde et ça constitue tout le chapitre. Et vous voyez, au début, première moitié du prologue, il faut adapter la façon de prêcher simplement. Au milieu du prologue, les différents états du monde. Donc pourquoi il faut adapter, à qui il faut adapter, et puis il recommence ensuite à dire la chose à la fin. Et voilà, c'est pas ça que je vous montre parce que il est très caractéristique de ce genre littéraire, finalement ce genre littéraire qui s'adapte à d'autres formes de genre littéraire, qui peut se présenter comme un sermon, qui peut se présenter comme un poème, qui peut se présenter comme
un digest doctrinal, selon que c'est là ce prologue de Jacques de Vitry, selon que c'est le livre des manières d'Étienne de Fougères, selon que c'est l'Elucidarium d'Honorius Augustinensis, pour ne citer que des auteurs dont nous avons parlé. Aliter aenim praedicandum est maioribus, aliter mediocribus, aliter minoribus, aliter prelatis, aliter simplicibus sacerdotibus, etc. Vous voyez, il faut en effet prêcher autrement aux grands, autrement aux moyens, autrement aux petits, autrement aux prélats, autrement aux simples prêtres, autrement aux chanoines séculiers ou aux autres clercs, différemment aux universitaires, autrement aux moines blancs, autrement aux moines noirs. Donc les moines blancs sont les cisterciens, les moines noirs les bénédictins, enfin d'origine si je puis dire, autrement aux chanoines réguliers, autrement aux frères prêcheurs, autrement aux frères mineurs, autrement, j'en saute, autrement aux malades et aux lépreux, autrement aux affligés, etc., autrement aux marchands, autrement aux bourgeois, aux usuriers, autrement aux paysans et aux autres divers métiers manuels, autrement aux femmes, c'est-à-dire aux vierges, aux veuves, aux femmes mariées, etc. Et vous voyez, j'en saute les trois quarts. Alors, autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut moduler? Eh bien, il faut moduler, selon l'auditoire, à la fois la sévérité et la difficulté du propos. Vous voyez, jusque-là, il ne parlait en fait que de la difficulté. Et là, il y a aussi la sévérité. Et il y a un chapitre là-dessus de la qualité de la façon de prêcher de façon indulgente ou sévère, des qualitate praedicandi leviter vel aspere, rudes enim et neophytin non aspere set suaviter sunt tractandi. Il faut en effet traiter les ignorants et les néophytes, non pas avec sévérité, mais avec douceur. Et puis, la difficulté, il faut, et alors là, on approche de l'essentiel. Bon, il se répète, donc je me répète, c'est ennuyeux, c'est consternant, mais il va y avoir un tout petit peu de nouveau, il ne faut pas trop m'en demander. Et il faut, dans un langage qui lui soit accessible, parler à l'auditoire de réalités concrètes qu'il connaît et qui le touchent. Qualia sunt proponenda in praedicatione, quel genre de propos faut-il proposer dans la prédication? Et vous voyez, et cette citation est importante. Relictis enim verbis curiosis et politis convertere debemus ingenium nostrum ad edificationem rudium et agrestium eruditionem, quibus quasi corporalia et palpabilia et taliaque per experientiam noverum frequentius sunt proponenda, magis enim moventur exterioribus exemplis quam auctoritatibus vel profundis sententis. Renonçant aux propos raffinés et élégants, nous devons appliquer notre esprit à édifier les êtres grossiers et à instruire les ignorants, auxquels il faut parler souvent de choses, pour ainsi dire, matérielles et palpables, telles que celles qu'ils connaissent par expérience. Ils sont en effet plus touchés par des exemples concrets que par des autorités ou par des pensées profondes. Et donc, la mise en garde contre une recherche et une élégance du propos qui flatte la vanité du prédicateur, mais qui nuit à l'efficacité de sa parole, c'est quelque chose qui trouve son équivalent, nous le verrons, et d'ailleurs nous l'avons vu dans d'autres années, chez Gauthier de Coincy, dans le prologue de la vie des pères, dans la poésie religieuse vernaculaire. Et c'est quelque chose qui est mise en pratique comme fondamentalement par la poésie médiévale elle-même, parce que, vous voyez, de longue date et dans la liturgie, le choix même de la poésie rythmique en est une application. Quand la liturgie se développe à l'époque ambrosienne, enfin avec Ambroise de Milan, et à l'époque qui suit, la poésie métrique, donc la poésie latine classique, fondée sur la quantité, sur la longueur des syllabes, cette poésie est absolument vivante. Et elle n'a pas encore tout à fait disparu de l'oreille. Or, la liturgie choisit tout de suite
la poésie rythmique, la poésie qui anticipe sur les langues vulgaires, la poésie qui se fonde sur le compte des syllabes, comme la poésie française, des vers de 8 pieds, de 10 pieds, de 12 pieds, etc. Donc on choisit une poésie simple et qui est adaptée à l'oreille des ignorants. L'oreille des ignorants, les ignorants qui prononcent le latin de plus en plus mal, qui entendent de plus en plus mal les quantités, mais qui sont sensibles à ce compte des syllabes qui est ce qui va se produire, en somme, dans la nouvelle langue. Et eh bien, de cette façon, de même que dès le VIe siècle, Césaire d'Arles prêche dans un latin qui est volontairement un latin populaire, un latin anti-rhétorique, un latin qui aurait fait honte ou qui faisait honte à son époque même à un orateur éduqué, eh bien, de même, la liturgie va chercher cela. C'est le même effort, relictis, verbis, curiosis et politis, convertere debemus ingenium nostrum ad edificationem rudium et agrestium eruditionem. C'est cela, et c'est pourquoi au séminaire tout à l'heure nous entendrons Madame Danielle Salnave de l'Académie française nous parler du réalisme socialiste. Et j'ai entendu dire que Lénine disait qu'il faut être d'un pas en avant sur la masse, mais d'un pas seulement. Eh bien, c'est ce que disait aussi Saint Césaire d'Arles. Et c'est ce que dit Jacques de Vitry, évêque d'Acre et cardinal évêque de Tusculum. Et donc, il y a cela. Mais qu'est-ce qui est opposé dans cette citation au style savant et aux propos raffinés des élégants? Alors, ce n'est pas comme dans ce que je viens de dire, un type stylistique, de même que la poésie rythmique s'oppose à la poésie métrique. C'est spécifiquement le recours à des exemples, le recours aux exemples. Non pas une pensée abstraite, mais des exemples. Il faut prêcher en utilisant des exemples, et voilà le grand mot lâché. Les exemples, les exempla, nous le disons, nous, lorsque nous parlons de cette littérature et de cette prédication en latin, parce que c'est le mot latin qui est constamment employé, parce que l'exemplum est une sorte de genre littéraire, ou de même qu'il y a des sciences auxiliaires de l'histoire, un genre littéraire auxiliaire de la prédication, qui a une importance immense à cette époque. Les exempla, ces anecdotes, ces petits récits que les prédicateurs inséraient dans leurs sermons pour les rendre plus vivants. Ça se fait encore. Un jeune me disait encore la semaine dernière, et exemplum d'aujourd'hui. Ces exemples-là qu'on réunissait en collection, et en collection classée, pour que le prêtre, le prédicateur qui préparait son sermon s'y retrouve. Alors on les classait par ordre alphabétique, quelquefois, mais plus souvent, selon les vertus et les vices, selon les 7 dons du Saint-Esprit, selon les vertus théologales du cardinal, enfin comme vous voulez. Et donc pour qu'on puisse s'y retrouver au moment de préparer son sermon. Ces exemples-là, dont nous connaissons des milliers. Ces exemples-là qui sont une mine pour l'anthropologie historique, pour l'étude des traditions folkloriques, pour la littérature, parce qu'on retrouve sous forme d'une anecdote de 2 lignes ce qui est le thème d'un épisode de roman, voire de tout un roman.
Et ces exemples-là qui ont justement, parce qu'ils sont une mine pour l'anthropologie historique et pour l'étude des traditions folkloriques, ont tellement intéressé depuis, enfin longtemps maintenant, depuis quelques décennies, les plus grands historiens du Moyen-Âge. Il y a longtemps maintenant, il y a une quarantaine d'années, Jacques Le Goff a eu une période exemplane, où tout le séminaire de Le Goff était sur les exemplats, et ses disciples ont beaucoup étudié les exemplats. Jean-Claude Schmitt a énormément travaillé sur les exemplats, et plus encore, où c'est plus concentré sur les exemplats, Jacques Berlioz, l'ancien directeur de l'École des Chartes, que nous écouterons bientôt au séminaire, et Marianne Polo de Beaulieu. Et enfin, ces exemples-là qui sont si nombreux dans les sermons de Jacques de Vitry et qui ont largement contribué à sa gloire, presque trop, parce qu'on a étudié et édité même quelquefois les exemples de Jacques de Vitry sans éditer l'ensemble de ses sermons. C'est pourquoi l'édition de Jean Longère, dont je vous parlais la dernière fois et que j'utilise ici, est tellement importante. Ce premier volume de l'édition des Sermones Vulgares Velat Status. Eh bien, pour en revenir à eux, presque toute la fin du prologue de ces Sermones Vulgares de Jacques de Vitry est une défense et illustration des exemples et de leur utilisation dans la prédication. Je ne sais pas si... Oui, vous voyez, ça c'est le titre des chapitres 11 et 12 du prologue. Laicis et rudibus predicandum est per exempla abentia edificationem. C'est un latin qui n'est pas tout à fait cicéronien. Il faut prêcher aux ignorants et aux grossiers par des exemples au contenu édifiant. Fabulae abentes edificationem possunt intersereri et contraeus quitaliare prehendunt. Des histoires inventées ayant un contenu édifiant peuvent être insérées dans le sermon et contre ceux qui réprouvent cette pratique. Alors, vous me direz quelle est la différence entre les deux. Eh bien, ce qui est important dans le chapitre 12, c'est ce mot « fabulae ». Et des exemples de l'exemplum qui ne pose pas de problème, si je puis dire, c'est l'exemplum emprunté à la vie réelle, l'exemplum qui s'est vraiment passé, même quand c'est pour nous un exemplum merveilleux. La semaine dernière, un moine a vu apparaître en son, dans une vision, un de ses frères qui était mort la semaine d'avant et qui lui a dit « Je suis en enfer ou je suis au purgatoire parce que j'ai fait ceci ou cela ». Mais ça, c'est vrai. Bon. Ou l'exemplum d'aujourd'hui, l'été dernier au JMJ, un jeune m'a dit, etc. Et c'est vrai, c'est supposé. Mais là, Jacques de Vitry admet aussi les fabulae. Bon. Fabula, c'est un récit inventé. Mais c'est aussi, ça peut être, à cette époque, n'importe quel récit inventé. Mais c'est aussi, et c'est même plus souvent, quelque chose de plus précis. Fabula, c'est la mythologie. C'est la fable antique. Donc, ce sont des récits inventés parce que c'est une religion fausse, que la religion des païens. Mais ce sont des récits inventés d'abord qui sont très connus, qui ont eu un grand succès, et justement qu'il est audacieux d'utiliser dans la prédication. Et même cela, en prenant ses précautions, on peut l'utiliser et donc on comprend qu'il faille convaincre ceux que tout le monde n'est pas d'accord.
Tout le monde n'est pas d'accord naturellement pour utiliser des récits mythologiques. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il sait le plus, il faut le reconnaître. Mais même tout le monde n'est pas d'accord pour utiliser des récits fictifs, pour utiliser le mensonge pour enseigner la vérité. Et alors, Jacques de Vitry illustre sa position par un exemple personnel qui est amusant en un sens parce que le fait de raconter quelque chose qui lui est arrivé, c'est un exemplum. Mais il insère un exemplum dans l'exemplum. Enfin, il y a un système en poupée russe. Enfin, c'est très bref, et là, il ne s'agit pas du tout de fabula. Voilà. Et en même temps, il a cette expression familière, experto credite, croyez-en un expert. Cum aliquando protraerem sermonem, et viderem populi multitudinem affectam taedio, et dormitantem, uno modico verbo omnes incitatis sunt, et adodiendum innovati. Exempli gratia, aliquando me minim dixisse, ille qui nihilo loco dormitat, secreta mea vel consilium meum non revenabit. Unus quisque autem procedictum credens, oculos aperiebat et facto strepitu post modum in silentiu utilia et seria verbat ente audibunt. Croyez-en un expert, comme un jour je prolongeais, enfin j'étais un peu long, quoi, je prolongeais un jour j'étais un peu long, et que je voyais toute l'assistance gagnée par l'ennui et en train de somnoler, un seul petit mot les a réveillés et les a rappelés à l'attention. Je me souviens d'avoir dit, celui qui dort à cet endroit ne révélera ni mes secrets ni ma pensée. Et chacun, croyant que j'avais parlé pour lui, d'ouvrir les yeux, et une fois le brouhaha apaisé, après, ils ont écouté en silence des propos utiles et graves. Alors, en fait, le thème de l'exemplum, c'est un thème qu'on trouve ailleurs, qui est... oui, il y en a un exemple plus célèbre à peu près à la même époque, quelques années après, c'est celui que raconte Césaire de Heisterbach, donc il y a un recueil d'exemplats de Césaire de Heisterbach, et sur l'abbé, un abbé que je racontais 10 fois, et j'en ai même fait un de mes contes, là, un abbé qui prêche au chapitre, alors devant ses moines. Les moines dorment, ils manquent toujours de sommeil. Et alors, il s'arrête et il reprend sur un autre ton. Il était une fois un grand roi qui s'appelait le roi Arthur et qui tenait sa cour. Alors, aussitôt, ils se réveillent tous pour écouter l'histoire du roi Arthur et il leur dit, vous êtes lamentables, quand je raconte ces nougae, justement ces fabulae, vous êtes tout oui, et quand je parle des merveilles du Christ qui sont autrement grandes que celles du roi Arthur et qui sont vraies, vous dormez comme des souches. Et d'ailleurs, il y a un exemple beaucoup plus célèbre dans la littérature française, d'un auteur plus connu que Jacques de Vitry ou Césaire de Heisterbach, c'est Le pouvoir des fables de La Fontaine. Et Cérès, un prompt-courroux, l'anima d'abord contre vous. L'orateur à Athènes autrefois peuple vain et léger, l'orateur qui met en garde contre les dangers que présente Philippe de Macédoine, c'est Demosthène, et puis qui voit que qu'on ne l'écoute pas, qui s'interrompt, qui dit un jour l'anguille, l'hirondelle et Cérès voyageaient ensemble, il fallut traverser un fleuve, l'hirondelle vola, franchit en volant, l'anguille en nageant, et Cérès, demande le peuple, Cérès, un prompt-courroux, l'anima d'abord contre vous, vous intéressez à ces sottises, vous feriez mieux de vous intéresser à Philippe. Enfin bon, tout le monde connaît ça par cœur. Voilà. Et alors, donc, Jacques de Vitry recommande le recours aux exemplats avec une seule réserve
qui va de soi, mais qui lui paraît assez importante pour constituer à elle seule un chapitre, alors que ce chapitre est constitué d'une seule phrase. Et titre du chapitre, titre du chapitre, Ascurilibus et obscenis cavuat predicator, que le prédicateur se garde des bouffonneries et des obscénités. Texte du chapitre, Scuriliata mena aut obscena verba, ou el turpis sermo, exore predicatoris non procedant, que de la bouche du prédicateur ne sortent cependant ni mots bouffons ou obscènes, ni propos indécents. Fin du chapitre. Bon. Que l'enseignement dont un sermon est porteur soit rendu à la fois plus clair, plus frappant, plus attrayant pour les simples fidèles par le recours à des anecdotes, ça va de soi. Que ces anecdotes doivent rester convenables et ne pas braver l'honnêteté, ça va de soi aussi. Mais pour le propos de ce cours, dont la fin ultime, tellement que ça n'apparaît pas tellement, mais enfin quand même, dans la fin ultime est l'art littéraire, il y a quelque chose d'essentiel et que je laisse pour l'instant en attente comme un jalon pour l'avenir. C'est l'idée que le récit est en lui-même une forme littéraire adaptée au simple, par opposition à l'analyse, à la démonstration, à l'exégèse, bien sûr, et même à l'exhortation. Ce qui convient au simple, ce qui convient au simple, même pour porter une pensée, parce qu'il ne raconte pas pour raconter, c'est un prédicateur. Non, c'est bon. Ce qui convient au simple, même pour porter une pensée, c'est le récit. Et cette idée est en harmonie avec une constatation que nous avons faite en commençant, et que j'ai déjà faite d'autres fois, que la différence entre la syntaxe spontanée, si on peut dire, de la langue vernaculaire romane et de la syntaxe spontanée, si je puis dire, du latin classique. La syntaxe romane, ou du français par exemple, c'est spontanément une syntaxe de l'enchaînement et du récit, une syntaxe de la copule. Et tandis que la syntaxe latine classique est une syntaxe de l'emboîtement, de la subordination, de la phrase qui commence, qui s'élève et qui retombe. Et on voit que dans la littérature française du Moyen-Âge, ou occitane, aussi bien en vers qu'en prose, les phrases fonctionnent par enchaînement de « et ». Il y a un nombre de « et » qu'on ne peut pas garder quand on traduit, par exemple. Il y en a trop, c'est insupportable et ça ne devient pas clair. Mais il n'y a pas, ou presque pas, de ponctuation non plus dans les manuscrits. Et c'est un détail qu'on observe si vous regardez une édition d'un texte littéraire en ancien français, très souvent, vous remarquez qu'il y a un usage beaucoup plus développé du point-virgule ou de deux points que chez n'importe quel écrivain français moderne, n'est-ce pas ? Parce que cela traduit une sorte d'hésitation de l'éditeur du texte, l'éditeur moderne qui ponctue le texte, puisqu'il n'est pas ponctué dans le manuscrit, qui doit ponctuer et qui ne sait pas exactement où la phrase finit. Et qui a l'impression que s'il met un point, c'est tout de même gênant parce qu'il y a un enchaînement trop fort à ce moment-là. La phrase ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ? Ou alors c'est du Claude Simon, n'est-ce pas ? Et donc, excusez-moi, je m'attarde là-dessus. Il y a ce contraste et la syntaxe de la langue vulgaire est spontanément une syntaxe qui se prête au récit parce que c'est une syntaxe de l'enchaînement.
Et donc, ceux dont c'est la langue ou l'unique langue sont comme disposés par la langue à écouter des récits. Et en même temps, le récit peut être est chargé de beaucoup de choses, autant dans l'ordre de la pensée que pour le reste. Rien n'est plus subtil, rien n'est plus aisément chargé d'implication dans le non-dit, si je puis dire, qu'un récit ou qu'un conte. Et la question des exemples-là pose la question du récit comme art littéraire complexe pour les simples. Ceux qui n'ont pas reçu d'éducation ne savent pas le latin, donc ils ne peuvent pas écouter un sermon en latin, et ils ont du mal à suivre cet enchaînement de la démonstration qui s'apprend avec le latin, ou ce que pratique, d'ailleurs je vais y revenir, Jacques de Vitry lui-même, dans sa démonstration, des citations scripturaires, et puis leurs commentaires, et puis on passe à une autre, etc. En revanche, ces mêmes personnes qui n'ont pas reçu d'éducation abstraite, mais qui baignent dans cette langue romane et qui bénéficient des productions artistiques de cette langue romane, des chansons, nous verrons d'ailleurs l'usage des chansons même dans les sermons, des contes, des récits, etc., eh bien, savent très bien, spontanément, sans pouvoir l'analyser, le verbaliser, comme nous disons aujourd'hui, mais savent très bien comprendre des nuances extrêmement profondes et subtiles dans ce récit. Et donc la question des exemples met le doigt sur cette fonction du récit dans une culture qui est réellement une culture populaire. Quant à la mise en garde contre l'obscénité, évidemment, elle va de soi, mais elle renvoie aussi au fait précis que la forme littéraire du récit bref la plus répandue à l'époque de Jacques de Vitry, c'est le fabliau. Jacques de Vitry, c'est la grande époque du fabliau. Les fabliaux ont connu un succès énorme entre l'extrême fin du XIIe siècle et la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Puis après, on passe, enfin d'ailleurs la relation entre le fabliau et la nouvelle à l'italienne, si vous voulez, enfin pose toutes sortes de questions. Mais ces fabliaux sont des contes en vers relativement élaborés, dont un bon tiers est mais très remarquablement obscène. Enfin, même pour nous, si je puis dire. Et donc, la mise en garde n'est pas inutile. Et au reste, l'exemplum ne pose pas seulement, enfin pas au reste, c'est ce que je disais il y a un instant, la question d'édification des simples, mais la question du récit comme forme de pensée. Alors, je ne suis pas capable de me hausser du col jusqu'à me référer à Ricoeur. Et n'est enfin, genre, ce n'est pas du tout qu'elle soit moins bien que Ricoeur, mais rappelez-vous ce que Bernadette Bricou nous a dit ici même au séminaire il y a 15 jours de la fonction du conte, récit étiologique qui explique le monde, qui répond aux questions qu'il pose, à son énigme, à ses énigmes, récit qui dit l'énigme de la conscience, récit qui, à travers une histoire, permet de comprendre des replis si compliqués de la conscience qu'on ne saurait pas les dénouer autrement. D'ailleurs, d'une façon générale, c'est à ça que sert le roman. Et au Moyen-Âge, c'est à cela que sert l'allégorie, qui n'est pas du tout pauvre au Moyen-Âge, mais qui sert précisément à cela, à dire, sous forme de récit, ce qu'il serait trop
compliqué, trop subtil, ce qui est trop subtil, pas expliqué abstraitement. Voilà. Récit dont la simplicité va droit à la complexité, récit qui révèle et qui éclaire dans sa simplicité une complexité telle que l'exposé abstrait ne saurait l'épuiser, y perdrait l'auditeur. Et certains d'entre vous ici se rappellent qu'une année, d'ailleurs j'ai repris des éléments de cette analyse dans mon livre de 2013 sur les troubadours, que les récits des vidas et des rasos des troubadours rendent raison, comme le dit le mot raso, des poèmes des troubadours aussi subtilement que le ferait une explication, aussi profondément que le ferait une explication de texte, mais par d'autres voies. Voilà. Les manuscrits enrobent les poèmes des troubadours de ces récits en prose qui prétendent être biographiques, mais qui sont inventés à partir des poèmes, parce que les histoires qu'inventent ces récits mettent le doigt sur ce que dit de façon cachée, de façon quelquefois obscure, parce que ce sont les troubadours, le poème. Jacques de Vitry considère le recours aux exemplas comme une voie pour les simples, mais comme les contes qu'ils sont le plus souvent, les exemplas montrent qu'un récit dépasse toujours ce qu'il dit. Et qu'il a aussi sa propre, qu'il est une forme herméneutique propre. Mais encore une fois, comme je disais, je ne fais là que poser un jalon, parce que nous reviendrons au récit. Bon, ce sera même, enfin, j'espère, un peu plus amusant ou un peu moins ennuyeux, ou enfin, je me vante peut-être, mais en attendant, nous n'en avons pas fini avec ce discours premier au simple qu'est la prédication. Alors, si Jacques de Vitry insiste sur la nécessité de prêcher simplement et clairement pour être compris des simples, au point de consacrer à cette exigence pratiquement tout le prologue de ces Sermones Vulgares Volat Status, c'est que dans le milieu qui était le sien, dans le milieu des théologiens, des universitaires, des prélats, le sermon était un exercice intellectuel comme un autre, où il s'agissait de briller devant ses collègues et ses élèves en montrant sa science scripturaire et théologique, sa subtilité, son ingéniosité, sa profondeur, son éloquence. Et le monde universitaire n'a pas tellement changé depuis le XIIe ou le XIIIe siècle, où il était déjà comme ça. C'est-à-dire que les collègues et les élèves n'étaient pas toujours bienveillants. Voilà. Et on en a des témoignages. Il ricanait, il a enchaîné 2 citations scripturaires, mais le rapport était trop facile de l'une à l'autre, ou bien il n'y avait pas de rapport du tout, etc. Bon. Et d'où la mise en garde que nous avons vue tout à l'heure contre les verba curiosa et polita. Voilà. Et d'où cet autre avertissement touchant le but de la prédication dans le chapitre 9, qui appelle justement Define praedicandi. Finem in super in praedicando debet attendere praedicator solum deum et aedificationem animarum preoculis abendo. De plus, quand il prêche, le prédicateur ne doit se soucier que de Dieu seul et de l'édification des âmes. C'est ce qu'il doit avoir devant les yeux. Là. Et ailleurs, il précise, en entremêlant comme toujours son propos de citation scripturaire qui l'appuie, enfin là, ni qu'en français, c'est pourquoi, entre plusieurs formulations, que le docteur des âmes choisisse les plus... Enfin, le savant des âmes, ce n'est pas le docteur au sens de médecin comme nous sommes aujourd'hui, choisissent les plus utiles en préférant l'utilité
à la subtilité, que le prédicateur se soucie plus de l'édification des auteurs que de beaux langages, qu'il tienne aux laïcs et aux ignorants des propos simples et clairs et non pas subtils et obscurs. Et ce souci, enfin bon, j'en termine enfin, c'est toujours la même chose, ce souci, il ne l'exprime pas seulement dans le prologue, mais aussi dans les sermons eux-mêmes. Et je vous en donne un seul exemple. Dans le sermon 16 ad Scholares, il y a deux sermons, le deuxième des sermons ad Scholares. Scholares sont les... Jacques Le Goff disait les intellectuels, il avait écrit de sa jeunesse un livre fameux, Les intellectuels au Moyen-Âge, mais le mot, comme on l'a fait remarquer depuis, est trop moderne d'une certaine façon, il y a quelque chose d'anachronique. Mon confrère et ami Jacques Verger dit les gens de savoir, mais ad Scholares, c'est aux universitaires, si on veut. Bon. Et le thème est emprunté au livre de l'Exode, Exode 3, 21, 22, sur la façon dont les Hébreux dépouillent, volent ensemble les Égyptiens en partant. Enfin, plutôt, Dieu donne l'ordre aux Hébreux de voler les Égyptiens avant de partir. Et le sermon se greffe sur la très célèbre interprétation que saint Augustin avait donnée de ce passage. Dieu donc donne ses instructions à Moïse en vue de la sortie des Hébreux d'Égypte et il les invite à spolier les les Égyptiens de leur trésor. Cum egrediemini non exhibitis vacui, set postulabit mulier avicina sua et hospita, vasa argentea et aurea agvestes et spoliabitis Egyptum. Lorsque vous partirez, vous ne vous en irez pas les mains vides, mais la femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des vases d'argent et d'or, des vêtements, et vous en dépouillerez les Égyptiens. Et alors, Augustin avait utilisé ce passage dans un débat extrêmement important et qui a eu des conséquences, non seulement sur la vie de l'Église, mais sur notre civilisation jusqu'à aujourd'hui. Ce débat, j'en ai longuement parlé dans ce cours, mais il y a plus de 15 ans, c'est le premier chapitre du livre. Je suis désolé de me citer, j'ai l'air idiot, mais au contraire, c'est par humilité pour dire que je ne devrais pas me répéter. C'est dans Poésie et conversion au Moyen-Âge, je l'avais commenté. C'était le débat pour savoir si les chrétiens devaient rejeter complètement la culture antique et la littérature, les belles lettres de l'Antiquité, païenne, ou s'ils devaient les récupérer. Et le débat, d'ailleurs, s'est posé ensuite de façon récurrente très très longtemps. Encore sous le Second Empire, il y a un directeur de séminaire qui s'appelait l'abbé Gaume et qui voulait que, donc, il n'y a pas de séparation des États, dans les lycées, dans l'enseignement, on apprenne le latin et le grec uniquement à travers des auteurs chrétiens, ce qui aurait changé beaucoup la nature du latin et du grec qu'on apprenait. Mais enfin, donc, le débat n'a cessé de se poser, mais c'était... à part dès cette époque-là, dès le 5e siècle, c'est le début, c'est un combat d'arrière-garde, parce que le débat avait été tranché en faveur des lettres antiques, à la fois par Augustin et par Jérôme, presque en même temps. Jérôme prenant l'épion où on dit qu'on peut épouser une esclave païenne, mais après l'avoir rasée. Et alors de même, il faut débarrasser la culture antique de ce qui ne va pas et on peut la garder. Et Augustin prend ce passage des dépouilles des Égyptiens pour dire qu'on peut prendre ce qu'il y a de bon dans la culture païenne et l'utiliser pour développer la science de Dieu comme une sorte de propédeutique à l'étude sérieuse, etc. Bon. Et donc, Jacques de Vitry
reprend cette idée. Et bon, on termine en un mot. Il commente. Donc, mais tout de même, c'est quelque chose d'important. Bon, je vous ennuierai encore un petit peu, puis je ne veux pas mettre Madame Saldave en retard. Et nous reviendrons un petit peu sur la façon, ce que fait Jacques de Vitry de cette idée fameuse de Saint-Augustin dans son sermon Ad Scholares, d'autant plus que se greffe là-dessus un exemplum amusant, enfin amusant, t'amuses que moi, ça c'est vraiment un truc de cuistre. Je vais vous raconter un exemplum, vous allez voir comme c'est amusant. Et d'autant plus surtout que c'est là-dessus que j'enchaînerai la conclusion qui est en fait où il y a la seule idée, j'ai très peu d'idées, donc et la conclusion qui est sur le fait que, en apparence, le type de pensée, la pensée effusive et l'éloquence effusive, émotive, affective de la prédication monastique devrait être plus adaptée à la prédication au simple. Et qu'en réalité, ce qui est plus adapté à la prédication au simple, c'est une prédication de style scolastique, universitaire, donc théoriquement savante, mais simplifiée. Et donc, nous verrons la prochaine fois pourquoi c'est plus adapté. Je suis sûr que vous n'en dormirez pas jusqu'à la semaine prochaine. Je vous remercie.